du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir Lomé, bonsoir Bangui, bonsoir Ouagadougou, bonsoir Conakry, fidèles amis auditrices et auditeurs de Radio à Voleté, la voix de la résistance du peuple togolais, et vous qui allez nous suivre également sur Radio Kanolka en Suisse alémanique, bienvenue dans votre émission La voix du peuple. Eh bien, l'actualité politique africaine, notamment de la sous-région ouest-africaine, est dense. Et surtout après les coups d'état militaires au Mali, en Guinée-Conakry et tout récemment au Burkina Faso. Même si ces coups d'état militaires semblent aujourd'hui recevoir le soutien des populations africaines, il va sans dire que le défi à relever est immense. Les gouvernements de transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso parviendront-ils à réussir là où les gouvernements civils ont échoué? Eh bien, ce sera le thème du débat panafricain autour duquel nous allons accueillir nos invités en ligne depuis le Burkina Faso, au Togo, en France et ici même en Suisse. Merci de nous être fidèles sur le 3xw.radioavoleté.com. La voix du peuple. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Ceci est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. 3xw.kanolka.ch, 3xw Radio à Voleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Débat africain. Les gouvernements de transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso parviendront-ils à réussir où les gouvernements civils ont échoué? Et ce sera donc le débat panafricain autour duquel nos invités sont déjà en ligne. D'abord, on accueille depuis l'Afrique, notamment au Burkina Faso, à Ouagadougou, Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir aux auditeurs. Merci beaucoup, Adama Coulibaly, président du parti politique APP Boukindi, l'alternative patriotique panafricaine. Et toujours en Afrique, on accueille depuis au Togo, justement Lomé, Coco Séréignon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé à la communication du Front citoyen Togo Debout. On accueille maintenant ici dans la diaspora, ici même en Suisse, Dr André Luambé, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tout le monde.
et merci de m'avoir invité. Merci également à vous. Vous êtes ingénieur en télécommunication et vice-président du CRAN, Centre de réflexion et d'action contre le racisme anti-noir. On accueille en France Campbell Cissé. Bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les amis co-débatteurs, bonsoir également aux éditeurs, bonsoir à tout le monde. Voilà. Merci. Bonsoir, merci Campbell Cissé. Campbell Cissé est secrétaire exécutif chargé à la coordination de l'Alliance des forces patriotiques pour une Guinée libre, AFPGL. Il est également président de l'Union internationale pour le développement de la Basse-Guinée, UIDBG. Alors, le débat panafricain, avant d'aborder le thème du débat panafricain de ce soir, en tout cas, j'aimerais avoir la réaction de nos invités. Justement, il y a une conversation téléphonique entre le président ivoirien Alassane Ouattara et Boubou Cissé, un ancien ministre malien. Et cette conversation a fuité et circule sur les réseaux sociaux. Réaction de colère et d'indignation, surtout des Maliens ou des Africains également. Hein. On apprend aussi que la justice malienne veut ouvrir une enquête préliminaire pour tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. Alors, Adama Coulibaly, je sais que vous avez également écouté cette conversation entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé. D'abord, quelle est votre réaction là-dessus, Adama Coulibaly? Il faut dire, Amos, que le problème des Africains, le problème de l'Afrique, ce sont les Africains. C'est les Africains qui ont pactisé avec le colon, notamment. C'est des Africains qui pactisent avec les anciennes puissances colonisatrices et l'Occident pour réduire à néant l'Afrique et les Africains. Alors, on se rappelle qu'au Burkina, parce que le Burkina est frontalier avec la Côte d'Ivoire, d'ailleurs c'était le même pays au début de la colonisation, quand les colons avaient tracé les frontières, et bien c'est deux pays qui se connaissent très bien. Et lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État en septembre 2015, le 16 septembre 2015, il y a eu des écoutes qui ont été interceptées entre Guillaume Soro et le général Djibril Bassolé du Burkina, qui a été un ministre important du régime Compaoré, et où ils invitaient à attaquer le pays, à détruire le pays pour pouvoir garder le pouvoir. Et on assiste au même type d'enregistrement avec donc Boubou Cissé et le président Ouattara. Le président Ouattara qui a tordu le cou à la constitution ivoirienne pour un troisième mandat. Il y a eu des morts lorsqu'il y a eu des protestations pour ça. Boubou Cissé qui n'a pas réussi avec le président Ibeka, paix à son âme, à endiguer la situation sécuritaire au Mali. Eh bien, voici donc deux individus, deux hommes de premier niveau dans leur pays, premier plan, qui sont en train d'insulter un gouvernement exactement comme le fait. Et même, ils vont même plus loin que le ministre français des Affaires étrangères, M. Le Drian. Ils vont plus loin que M. Macron, président français. Ils vont plus loin que la ministre des Armées, Parly. Donc, ils sont en train de comploter contre un pays. Donc, le problème de l'Afrique, ce sont les Africains. Mais tous les Africains ne sont pas comme ça. C'est certains Africains. Et donc, je pense, et j'espère surtout, que ces écoutes-là ne sont pas authentiques. Et si c'est le cas, ça fera la preuve encore une fois que les peuples doivent être absolument vigilants, et les dirigeants des peuples, et qu'il faut travailler de sorte à annuler ce type de comportement par tout moyen possible. Sinon, l'Afrique ne s'en sortira jamais, elle sera toujours à la remorque de l'Occident, en tout cas à la remorque de l'étranger, à la remorque des puissances extérieures. Donc là-dessus, c'est tout à fait condamnable avec la dernière énergie, et il faut que la justice malienne, donc dirigeante et active vraiment l'enquête pour faire la lumière sur cette affaire, au besoin, poursuivre Boubou Cissé qui est malien, et également prendre les dispositions qu'il faut à l'égard des présidents ivoiriens sur le plan diplomatique et politique. D'accord. Alors, docteur André Lombé, est-ce que vous voulez aussi réagir par rapport à cette conversation qui a fuité sur les réseaux sociaux entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé? Adama Coulibaly a dit on doit quand même dénoncer cela avec la dernière rigueur. On vous sent aussi
très radical. Hein. On vous a suivi sur beaucoup de réactions. Vous êtes aussi fâché par rapport à la position que prend la France actuellement contre le Mali. André Lombe, vous une réaction par rapport à cette conversation téléphonique entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé. Alors, ce n'est pas quand même, on est en train toujours de vérifier l'authenticité quand même de cette conversation, mais la justice malienne déjà veut quand même ouvrir une enquête. André Lombe, votre réaction? Ok, merci. La fuite audio de l'appel téléphonique contre le dictateur ivoirien et puis l'ancien Premier ministre, pour moi, c'est une chance. Je considère d'abord le côté positif de cette fuite. C'est une chance, disons si c'est authentifié, bien sûr. C'est une chance pour la simple raison que nous essayons d'éclairer, d'expliquer des choses. Et lorsque vous donnez des explications, ce qui est beaucoup plus parlant en général, c'est lorsqu'il y a des exemples concrets qui apparaissent au grand public. Et là, c'est beaucoup plus convaincant pour le grand public de mieux comprendre ce qui se passe derrière les coulisses. Le président ivoirien, c'est l'un des acteurs des séries de sanctions qui ont été prises contre la CEDEAO, pas contre le CEDEAO, contre le Mali. Exactement. Donc, ça permet de comprendre la mentalité de la personne, disons ses agissements dans cette organisation. Là, c'est la première des choses. Je pense que c'est très, très, très positif que les peuples africains se rendent compte de ce que beaucoup de panafricanistes, beaucoup de gens expliquent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ça montre aussi, ça permet aux Maliens, c'est aussi positif, ça permet aux Maliens de démasquer les traîtres dans leur rang. Parce que il peut avoir des soupçons, mais là, c'est apparu au grand jour. Et là, c'est très positif de voir, voilà, maintenant, nous avons les preuves. Et ces preuves-là sont étalées, sont montées au grand public. La dernière des choses que j'aimerais ajouter à cela, c'est regrettable ce qui est en train de passer. Nous allons continuer le combat. C'est regrettable parce que c'est ça qui empêche l'unité de l'Afrique tant exhortée par Kwame Nkrumah et le groupe de Casablanca, qui aimerait que l'Afrique s'unisse. Et on voit que à l'intérieur de cette Afrique, ceux qui ont des positions clés, les présidents, les autorités, ils jouent contre cette unité. Et là, nous avons un exemple concret. Voilà ce que je peux... D'accord. D'accord, votre réaction, à chaud. D'accord. Je pense que Campbell Cissé va avoir aussi une réaction, mais il peut le faire en cours d'émission également. Alors, Campbell Cissé, je vous ai présenté également comme président de l'Union internationale pour le développement de la Basse-Guinée, UIDB, justement. Et que fait concrètement ce collectif, Campbell Cissé? D'abord, encore une fois, bonjour à tout le monde et félicitations à tous les co-débatteurs. Bon, d'abord, l'Union internationale pour le développement de la Basse-Guinée, donc la Basse-Guinée, pour ceux qui connaissent un petit peu la Guinée, abrite la capitale de la Guinée, donc Conakry se trouve en Basse-Guinée. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur l'objectif de cette structure, mais elle existe, c'est pour le développement de la Basse-Guinée qui souffre aujourd'hui beaucoup, et encore une fois, la Basse-Guinée c'est la capitale. Bien entendu, c'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Par rapport à ce qui se passe en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, je pense que c'est quand même regrettable pour tous les panafricanistes, n'est-ce pas, cette malheureuse situation qui fait que depuis pratiquement plus de 60 ans maintenant d'indépendance de ces pays-là, de nos pays, eh ben, nous sommes pratiquement toujours en train de parler de comment vraiment aider nos pays en Afrique. Et malheureusement, j'ai l'impression que 60 ans après, on a toujours du mal à s'en sortir. Et certains accusent les Occidentaux, notamment la France. Mais nous devons comprendre que la France aussi est inscrite dans le concert, n'est-ce pas, des Nations Unies. Donc, ce sont les organisations qui se concertent par rapport à toute forme de décision politique, économique et sociale aussi, naturellement, de nos pays. Mais faut-il que les dirigeants africains, nos chefs d'État, nos gouvernants soient capables de dire non
disons, à la France et à d'autres pays, naturellement, qui veulent toujours continuer à servir nos pays et nos populations. C'est ça la grande difficulté qu'il faut se poser. Eh bien, par rapport à cette écoute dont vous faites état tout à l'heure entre le président Alassane Ouattara, je rappelle que M. Alassane Ouattara, le président ivoirien, a brigué un troisième mandat. Malheureusement, qui a été contesté par beaucoup d'Ivoiriens, par beaucoup d'Africains. Moi, j'étais très content. Nous, nos organisations ici en France, naturellement, nous étions très contents et nous avons applaudi. Et je rappelle également que je suis l'ancien président de la coordination des associations guinéennes de France, CAGF, et je suis également président d'honneur de cette organisation. Nous étions très contents lorsque nous avons entendu le président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, en disant je ne veux pas briguer un troisième mandat, laissez-moi me reposer. Donc on a applaudi, on a félicité. Et en même temps, nous étions aussi en train de combattre le troisième mandat de Alpha Condé, le président déchu, le président guinéen. Et malheureusement, on a l'impression que nos organisations régionales, quand tu prends la CEDEAO et que tu prends l'Union africaine, on a l'impression que cette organisation qui n'a pas été reformée, à mon sens, jusqu'ici, n'est-ce pas, pour qu'elle se mette au service des populations africaines, notamment, n'est-ce pas, on a l'impression que ces deux organisations régionales, sous-régionales, sont toujours, n'est-ce pas, attelées, n'est-ce pas, à l'Occident. On a l'impression que c'est l'Occident qui leur dicte ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je dirais aussi qu'il faut absolument faire tout pour que ces deux institutions, y compris l'UEMOA, n'est-ce pas, soient réformées de manière à ce que ces organisations se mettent totalement au service des peuples africains. Monsieur Alassane Ouattara, nous savons tous, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Sassou Nguesso, que ce soit Ali Bongo, que ce soit d'autres chefs d'État africains qui ont tous brigué 3 mandats, 4 mandats, 5 ans. Je rappelle que certains chefs d'État sont ici depuis 30 ans, depuis 40 ans. Est-ce que cela est normal? N'est-ce pas? Donc, nous accusons toujours certainement l'Occident, mais nous devons faire en sorte que les dirigeants africains, nos chefs d'État, nos gouvernants, prennent aussi des responsabilités de manière à faire en sorte que vraiment, bien entendu, on ne va pas couper totalement avec l'ancien colonisateur. Je pense qu'il ne faut pas le faire de manière brutale. D'accord. N'est-ce pas? On en reparlera naturellement. Mais nous avons beaucoup de responsabilités et beaucoup à dire dans ce cadre-là. D'accord. Voilà. On va relancer depuis Lomé au Togo, Edo Sémignon Koko, chargé à la communication du Front citoyen Togo Debout. Donc vous avez aussi, votre pays le Togo aussi a vécu mes aventures avec la CEDEAO justement. Et là, on parle du Mali, des coups d'état militaires au Mali, en Guinée-Conakry, tout récemment au Burkina Faso. Est-ce que ces gouvernements de transition au Mali parviendront-ils à réussir là où les gouvernements civils ont échoué? Et votre réaction, que pensent justement les Togolais de ces coups d'état militaires en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et d'où Sémignon? Merci Sylvain, et comme vous l'aurez constaté, en tout cas c'est toute l'Afrique qui est en joie. Vous savez pourquoi? Nous on a cherché à comprendre. Vous-même vous allez remarquer que d'abord la France lui-même a tombé en propre turpitude en soutenant ce qu'il ne doit pas soutenir. Et je condamne également le service de renseignement français qui n'ont pas mesuré la gravité de la chose et les ampleurs du temps. Parce que les temps ne sont plus les mêmes. Ils pensent qu'ils peuvent maintenir la France-Afrique en soutenant ce qu'ils ne soutenir, en formalisant l'inacceptable en Afrique. Je parlais du 4e mandat du président Faure Gnassingbé, ce qui ne devait pas être. On parlait tout à l'heure du 3e mandat du président Alassane Ouattara, du président Alpha Condé. Tout ça là devait être évité par la CEDEAO. C'est ce qui donne raison aux militaires de pouvoir renverser la danse. Alors vous me demandez si les militaires peuvent réussir là où ont échoué les gouvernements civils. Bien sûr, je veux prendre pour preuve
et après les indépendances, juste après les premiers présidents, le temps de coup d'État, les militaires qui sont venus au pouvoir, vous allez constater que la plupart, c'est des panafricains et des nationalistes. Et ils aiment leur pays. Et vous allez voir que ces gens-là ont travaillé. Donc, nous voulons des dirigeants qui ont le sens du patriotisme. C'est ce qu'on a compris, en tout cas, chez certains militaires, des gens, des révolutionnaires, des gens qui aiment leur pays. Voilà, donc, échouer et réussir là où les pouvoirs civils ont échoué, ça je dis oui, parce que je parle du passé. Et je rajoute à tout cela que, normalement, comme vient de le dire M. Koulibaly, ou je ne sais pas, tout à l'heure, à la Ouattara, par exemple, qu'il ne m'obligera pas un troisième mandat, qu'il doit aller voir ses petits enfants, tout ça là. Et toute l'Afrique, même l'Europe, même le président Macron, là, l'a félicité. Comment un homme de cette trempe peut dire quelque chose et revenir sur ça? Nous, en tout cas au Togo, nous, on ne crache pas et on ravale nos crachats. Ce qu'il a fait, il est maudit. Donc c'est des rôles troubles comme ça que vous constatez qu'il peut jouer. Là, nous demandons en tout cas aux Africains d'avoir le sens du patriotisme, de ne pas faire au chantage. Et Coco, c'est mignon que pour justement, vous qui êtes allé au Togo, vous êtes très proche de la population togolaise, puisque vous êtes de la société civile et du Fonds citoyen Togo de Mo, justement. Que pensent les Togolais de ces coups d'État militaires au Mali, en Guinée et au Burkina Faso? Voilà, je viens de dire tout à l'heure que les Togolais, dans leur grande majorité, ont applaudi. Vous allez voir un peu partout sur les réseaux sociaux, les gens ont applaudi. D'accord. Les gens ont applaudi parce que un soutien militaire, c'est ça. Voilà, ils ont apporté un soutien aux militaires. Il faut faire le sondage, vous allez voir. D'accord. Vous l'avez bien dit, et on attend ce que disent la population. D'accord. On va relancer Adama Koulibaly qui est actuellement au Burkina Faso, justement à Ouagadougou. On parle de transition militaire à Guinée-Conakry, au Mali et au Burkina Faso maintenant. Mais justement, le 8 février dernier, le Conseil constitutionnel a pris une décision portant d'évolution des fonctions du président du Faso. Et pour le constitutionnaliste professeur Abdoulaye Soma, que vous connaissez très bien, cette décision de la Cour constitutionnelle est une catastrophe constitutionnelle. Et professeur Soma continue en disant que cette décision de la Cour constitutionnelle, ça tue quand même la Cour constitutionnelle burkinabé, ça tue également la démocratie. Est-ce que vous nous donnez raison, docteur Adama Koulibaly? Disons, moi je dirais que avant toute chose, le problème de la démocratie en Afrique, c'est que ça ne correspond pas du tout au contexte sociologique, au contexte de nos valeurs traditionnelles. Et je voudrais rappeler ce qui s'était passé à Koukanfanga, la charte de Mandé, où en fait la charte avait été établie sur la base des attentes populaires et de l'organisation de la société et du vivre ensemble. Or, ce que nous a pondu, c'est des textes élaborés par des spécialistes de la Constitution, des militaires, parce que le cas du Burkina est intéressant justement parce que nous avons eu affaire à 27 années de dictature, une forme de démocrature qu'on appelait démocratie, avec une constitution de 1991, et où en fait il y a Blaise Compaoré qui avait assassiné Thomas Sankara et qui a créé le Front populaire, ensuite l'ODP-MT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, et ensuite le CDP. Et la constitution entre-temps, il s'est fait réélire à plusieurs reprises. Et ce sont ce type de constitution que l'on voit aussi, on dirait que c'est des copier-coller, hein. On voit ça en Guinée, en Côte d'Ivoire, quand ça plaît, les gens on tord le cou. Et pour ce qui concerne le Burkina, justement, en 2020, en janvier 2020 et en août 2020, l'Assemblée nationale a modifié le code électoral pour favoriser ceux qui étaient au pouvoir. C'est-à-dire qu'en 2020, ils ont donné des pouvoirs constitutionnels, et même au-delà de la Constitution, des pouvoirs anticonstitutionnels, mais au-dessus de la Constitution, à la Commission nationale électorale indépendante.
qui pouvait donc décider d'écarter un candidat, et la commission constitutionnelle, en vertu de la constitution de la loi fondamentale, ne pouvait pas revenir sur les mesures prises par la CENI. Vous voyez l'entourloupe. Et c'est ainsi que moi, personnellement, ma candidature à la présidence a été rejetée. Ensuite, pour ce qui concerne la modification d'août 2020, eh bien, ils ont acté, comment dire, la prise, le contrôle du territoire par les terroristes. C'est-à-dire qu'on a 2/3 du territoire au moins qui sont sous l'emprise terroriste. Eh bien, la plupart de ces enclaves-là ont été, une loi a décidé de les écarter des élections, et le Conseil constitutionnel a validé cela, un apartheid électoral. Et le même Conseil constitutionnel, donc, qui a validé l'élection, la dernière élection de 2020 du président Kaboré, dont tout chacun sait que lui et son parti, les MPP et leurs alliés, ont triché de manière honteuse. Il y a eu une gabegie financière incroyable. Il y a eu la corruption électorale vraiment visible à tous les étages. Mais le Conseil constitutionnel a validé cela. Quand on voit tout ça, on se dit qu'en fait, il y a des gens qui veulent nous maintenir sous leur coupe et ils fabriquent des textes qui ne correspondent pas à nos réalités pour nous maintenir dedans. Le professeur Soma a raison sur le plan purement juridique, sur le plan constitutionnel. C'est un brillant constitutionnaliste. Et sur ce plan-là, effectivement, c'est une catastrophe. Mais on pourrait pousser la logique en disant un coup d'État, c'est une catastrophe pour la démocratie aussi. Eh bien, à partir de là, qu'est-ce qui est important? C'est la légitimité. La légitimité. Allez-y. C'est la légitimité qui compte, ou alors c'est des textes qui eux-mêmes ne sont pas appliqués, ou alors ne correspondent pas à nos réalités. Là, la question. Par contre, sur le principe du droit, eh bien, il est important que la loi fondamentale soit appliquée, d'autant plus que l'acte fondamental qui a été proclamé par le MPST, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le pouvoir militaire au Burkina, cet acte fondamental ne remet pas encore en cause la Constitution. Donc la Constitution est encore valable. Et maintenant, il est curieux, dans cette Constitution, à aucun moment, il est dit qu'on peut prendre le pouvoir par voie de coup d'État, par la voie des armes, et se faire adouber par le Conseil constitutionnel. C'est en cela, justement, que le professeur parle de catastrophe constitutionnelle. Et ce n'était forcément pas le moment, il n'y avait pas d'urgence en cela. Est-ce que ce Conseil constitutionnel cherche à se rattraper? Quand on voit qu'il est composé des personnes qui n'ont pas hésité à valider des élections qui sont passées de manière absolument trouble, totalement illégitime, où il y a eu du vol manifeste, eh bien, ce n'est pas forcément étonnant. Donc là-dessus, le problème, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, mais c'est les gens qui composent simplement le Conseil constitutionnel, puisqu'ils ont accepté ce système-là, qui était en train de faire sombrer le Burkina, l'État-nation, dans le chaos. Mais, docteur Adama Coulibaly, quand vous parlez ici, quelle transition voulez-vous exactement au Burkina Faso? Quelle transition? Ouais, exactement. Puisque là, je pense que là, on doute déjà des militaires. Vous doutez déjà des militaires? Mais bien sûr, il faut en prendre acte de toute façon. On n'a pas le choix. Les militaires sont arrivés. Mais dans quel contexte, justement? Dans un contexte de délitement moral total. Dans un contexte d'insécurité généralisée. Dans un contexte de gabegie financière incroyable. Dans un contexte de corruption à grande échelle. Avec un pouvoir qui n'a pas hésité à tirer sur des étudiants qui manifestaient même pas, qui étaient en réunion à Bobo-Dioulasso. Au lieu d'armer nos militaires, et convenablement, de donner à nos soldats leurs indemnités, mais il y avait des soustractions dans leurs indemnités, mais vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé à Inata, où les gendarmes ont été affamés et ensuite massacrés. Eh bien, c'était ça ce régime. Donc il fallait absolument en sortir. Et ce pouvoir-là empêchait toutes les populations de manifester parce qu'ils avaient peur de coup d'État. Mais inévitablement, il fallait libérer le pays. Et c'est ainsi qu'au Mali, lorsque le M5 RFP manifestait de manière incroyablement organisée et massive, bien, ils ont été réprimés, il y a eu des morts. Et par la suite, les militaires sont intervenus. Et bien au Burkina, les militaires qui sont au premier rang du combat contre l'insécurité, contre le terrorisme, ont payé un lourd tribut. Ils sont dans cette société. Ils ont vu les incohérences du pouvoir en place. Eh bien, ils ont décidé d'intervenir.
d'intervenir. Et d'ailleurs, dans les premiers discours, ils ont parlé de patriotisme. Exactement. De valeur, d'amour pour la patrie. Et ce qu'ils sont venus pour faire, c'est restaurer l'intégrité, et pour sauvegarder l'intégrité territoriale et restaurer l'État-nation dans ses valeurs. Et sur ce plan-là, nous, en tant que parti, l'APP Burkini, l'alternative patriotique, j'insiste là-dessus, panafricaine, Burkini signifiant intégrité. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le nom Burkina Faso. Eh bien, nous, en tant que parti patriotique, ce discours nous parle. Parce que ce qui est important, c'est de sauver le pays, d'arrêter ces massacres de population, de libérer les territoires des influences extérieures, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et puis aussi de remettre le pays en ordre, d'engager un combat, une véritable guerre contre la corruption, et de revenir à nos valeurs morales essentielles dans la gouvernance et dans la vie de tous les jours. Parce que le tissu social aussi a été fortement impacté, ébranlé, parce qu'il y a des communautés qui ont été prises pour qui ont été stigmatisées, qui ont été massacrées. Alors que nous avons toujours vécu en bonne entente entre l'ensemble des communautés. Et tout ça, les politiciens véreux ont fait en sorte de mettre tout cela en danger. Donc que les militaires viennent, peu importe la manière, ce qui compte, c'est la vision, le projet et la pratique que nous pouvons constater. Pas plus tard que ce matin, je viens d'une réunion où justement nous avons été reçus par une commission mise en place par les militaires. Cette commission est chargée de recueillir les avis de l'ensemble des forces vives de la nation pour proposer une transition qui corresponde aux besoins du moment. Exactement. Donc, dans ce cadre-là, nous avons été reçus et nous avons fait des propositions. Donc, voilà donc des militaires qui écoutent, le MPSF qui écoute, qui lance des consultations, qui a donné mandat à une commission d'experts de 15 personnes pour pouvoir justement faire une proposition sous 15 jours. Et bon, on en arrive. Et ça, nous devons faire en sorte d'éviter ce qui s'est passé en 2015 avec la transition de 2015 où des gens qui étaient tapis dans l'ombre n'attendaient, qui avaient géré le pouvoir pendant longtemps. Ils avaient une petite traversée du désert, ils étaient tapis dans l'ombre pour reprendre leurs habitudes. Mais ils ont été beaucoup plus voraces d'ailleurs que par le passé, mettant en danger l'ensemble de la nation et de la patrie. Donc après, que les militaires viennent. D'accord. Que les militaires viennent n'est pas un souci, même si nous sommes des démocrates, nous sommes pour les libertés, nous avons combattu beaucoup dans ce pays pendant des dizaines d'années, pendant des décennies, pour élargir les espaces de liberté démocratique. Donc nous ne sommes pas, les militaires ne sont pas faits pour, l'armée n'est pas faite pour gouverner. Elle est faite pour défendre le territoire. Et quand des gens mettent le territoire en danger, l'armée peut valablement intervenir dans la vie de la nation, y compris au plan politique, avec l'ensemble des forces vives de la nation. D'accord. Donc, pour tout dire, donc, après ce coup d'état militaire au Burkina Faso, le peuple burkinabé, le peuple des hommes intègres, veille au clair. On va relancer également Campbell Cissé depuis la France également. Campbell Cissé, même si ces coups d'état militaires semblent aujourd'hui recevoir le soutien des populations africaines, hein, il va sans dire que le défi à relever est immense et la question est posée dans ce débat panafricain. Les gouvernements de transition au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, parviendront-ils à réussir là où les gouvernements civils ont échoué? Campbell Cissé. Oui, je dirais qu'effectivement, hein, vous savez, avec ces changements militaires hein, par l'intermédiaire des coups d'État militaires, ont été quand même salués. Il faut le rappeler. En Guinée, par exemple, vous savez, les gens se sont battus pendant plusieurs années contre vraiment tout ce qui se passait en Guinée, naturellement, par rapport à la gouvernance d'Alpha Condé et surtout sa volonté de briguer un troisième mandat. D'accord, ça a été combattu. Donc, vous savez, lorsque les militaires sont venus, n'est-ce pas, arrêter Alpha Condé et changer tout le système d'Alpha Condé aujourd'hui, c'est ce qui est encore en train de se passer en Guinée, c'est salué. Mais faut-il que ces militaires-là respectent leurs engagements? La transition, c'est un tampon. C'est un tampon, la transition, donc la transition, elle doit être définie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Guinée. Et malheureusement, ça commence à faire peur à tous les Guinéens aujourd'hui, et je pense à tous les africanistes aujourd'hui. On soutient les militaires. D'accord, lorsqu'ils viennent, n'est-ce pas, soi-disant apporter un changement politique et démocratique, n'est-ce pas, dans notre pays, en tout cas de la gouvernance des dirigeants, disons, des pouvoirs qui ont été déchus, on salue cela. Mais si vraiment ces militaires veulent s'éterniser au pouvoir, je pense que les Africains, généralement, ne vont pas l'accepter. Voilà, et c'est cela. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense qu'il faut que la position de la CEDEAO,
la position de l'Union africaine doit vraiment évoluer dans le sens du développement, n'est-ce pas, de nos pays, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, nous, les Africains, généralement, pensent vraiment, réellement, que la France est derrière, que les Occidentaux sont derrière. Bon, ce qui n'est peut-être pas faux. En tout cas, c'est pourquoi on pose la question, est-ce que ces gouvernements de transition vont-ils réussir là où les gouvernements civils ont échoué, puisque souvent ces gouvernements civils sont soutenus par la France, c'est ce qui se dit. Eh bien, ces gouvernements civils, s'ils sont dans la transition, s'ils ont défini le cadre de la transition et qu'ils s'y tiennent, oui, bien sûr, les Africains vont continuer à saluer et à les applaudir. Mais s'ils ne sont pas dans la transition, je pense que les choses vont évoluer et ils ne seront pas soutenus. Que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali. Au Mali, on a vu en l'espace d'une année, d'un an, il y a eu 2 coups d'État. N'est-ce pas, aujourd'hui? Et certains, aujourd'hui, Maliens sont vraiment très divisés sur la question. Est-ce qu'il faut chasser de manière radicale la France, en demandant à la France de se retirer? N'est-ce pas? Parce qu'on accuse la France, bien entendu, et d'autres puissances qui sont établies dans cette région militairement, on le sait. Est-ce qu'il faut que la France reste et accompagne cette transition? C'est là où le bas blesse. Moi, je pense, sincèrement, que vraiment, lorsque les discussions politiques doivent vraiment s'engager entre la France, l'ancien colonisateur, et les Maliens et les militaires maliens, il faut être très très prudent parce qu'on ne peut pas demander à une force d'occupation, parce que la France actuellement peut être considérée comme une force d'occupation militaire au Mali. Mais cela doit être discuté entre les gouvernements légalement constitués, entre les gouvernements élus, et non pas entre les militaires, un groupe de militaires qui vient prendre le pouvoir. Bien sûr, on les soutient par rapport à leur volonté de changer la situation qui prévaut dans leur pays. Mais on ne peut pas vraiment leur donner un chèque en blanc pour qu'ils puissent continuer à diriger le pays. Parce que quand les militaires, jamais terminé, les militaires qui prennent le pouvoir par la force, eh bien, il n'est pas exclu que d'autres militaires aussi, que d'autres groupes militaires aussi viennent faire un autre coup d'État dans le coup d'État, et c'est ce qui va malheureusement ramener les pays que nous avons en arrière. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Guinée, c'est pratiquement, il faut le craindre aussi. Il faut le craindre. Aujourd'hui, les Guinéens qui avaient beaucoup applaudi le président de la transition à l'heure actuelle, eh bien, beaucoup sont déçus. En tout cas, ils ont un peu peur que ces militaires veulent aussi garder le pouvoir, c'est ce qui se dit ailleurs. On va voir la réaction du docteur André Lobé, et je pense que vous avez écouté tout à l'heure Campbell Cissé, qui dit qu'il faut faire beaucoup attention avec cette transition militaire, mais la question reste posée. Est-ce que les gouvernements de transition au Mali, en Guinée, Conakry, au Burkina Faso, parviendront-ils à réussir, ou les gouvernements civils ont échoué? André Lobé. Merci de donner la parole. Je pense que avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même dire quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Allez-y. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire depuis le début de nos échanges. C'est que j'étais profondément, en tout cas, blessé lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali et que la CEDEAO, une organisation africaine, a imposé des séries de sanctions, voire un embargo contre un pays africain. Cela au regard de 3 actes qui m'ont vraiment beaucoup touché. Le premier acte, c'est que dès qu'il y a eu ce coup d'État, un pays étranger européen, en l'occurrence la France, il y a eu une formation de coalition spontanée de 11 pays européens contre un seul pays africain, le Mali. Le deuxième acte est lié à la rédaction d'une résolution injuste pour légitimer André Mwambé, soyez un peu stable avec votre téléphone parce que le son pas il revient. Allez-y. Le son pas, voilà. Allez-y. Parce que je l'ai posé et puis effectivement quand l'écran devient sombre, effectivement c'est ça. Allez-y. Donc, vous avez entendu le premier acte, il y a la formation de cette coalition de 11 pays spontanément contre un seul pays africain. Le deuxième acte qui m'a beaucoup touché, que j'ai observé, c'est que il y a eu, qui est lié à la rédaction d'une résolution injuste
pour légitimer l'agression contre le Mali, comme cela s'est passé contre la Libye. Ce sont des actes très, très, très graves. Le troisième acte qui m'a encore beaucoup interpellé, c'est qu'il y a eu la sanction inconditionnelle de l'Union africaine, européenne, pour soutenir la France. Ces trois actes nous montrent comment ça se passe au niveau européen quand un pays européen s'engage dans une agression d'un pays des Noirs. C'est exactement ça qu'il faut voir. Pendant ce temps, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Il s'est allié avec l'étranger pour venir tuer nos frères du Mali. Donc ce sont des actes qui sont très graves que nous devons garder dans l'histoire. L'histoire de l'Afrique doit garder que, à un moment donné, une organisation de notre continent s'est alliée avec des organisations des pays étrangers contre nos frères, contre le peuple africain du Mali. Voilà. Je reviens à votre question sur les militaires. Est-ce que les militaires pourront réussir là où les civils ont échoué? Je pense personnellement que nous devons interroger l'histoire de l'Afrique, l'histoire du continent, l'histoire de tous les pays qui ont connu des coups d'État. Comment ça s'est passé? Effectivement, les paysans qui sont arrivés là, ils se sont éternisés au pouvoir. Quand il y a un coup d'État qui se passe, c'est comme un ballon d'oxygène qu'on apporte à la population. Il se dit, ouf, enfin, on se sera débarrassé pendant un instant, on se sera débarrassé de notre agresseur, de ce dictateur. Et ça s'est répété depuis les années 60 je viens de la République centrafricaine, nous avons connu plus de 25 coups d'État. Ce n'est pas anodin. Et ces coups d'État, effectivement, à chaque fois, il y a des cris, les gens descendent dans la rue. Et c'est partout comme ça en Afrique. Ils sont contents parce que ils voient aux militaires, disons, des libérateurs. Mais est-ce que ces militaires sont là pour les populations? En général, non. Pourquoi? Parce que le système que nous avons en Afrique, c'est pourquoi on doit interroger l'histoire. Nous roulons avec des systèmes coloniaux. Et ces systèmes font que quand les militaires arrivent, ils ne sont pas préparés pour diriger un pays. C'est ça le grand problème que nous avons, c'est ce que nous enseigne l'histoire, pour diriger un pays, parce que pendant la période où ils étaient dans leur caserne, on les utilisait contre les pays. C'est ça la formation coloniale. Les militaires ne sont pas là pour défendre le pays, mais ils sont là pour défendre le chef de l'État, les autorités contre la population. Or, lorsqu'on parle, on a mélangé avec les élections. On dit, ouais, il faut faire des élections parce que les élections représentent, voilà, c'est la démocratie. Et dans mon pays, par exemple, lorsque les gens vont voter, après, on va prendre les 3 premiers qui viennent, qui sont en tête. On dit, voilà, c'est vous qui avez gagné, mais on vous donne de l'argent, vous laissez la place à telle personne. Ça s'est passé en République centrafricaine. Donc, il faudrait bien savoir que, au niveau, quand on parle des militaires, on doit faire la distinction entre les militaires, vraiment des patriotes, qui veulent le bien de leur pays, qui viennent pour changer quelque chose, pour mettre fin et réorganiser le pays, et les militaires qui sont là pour perpétuer la colonisation, la mainmise sur le pays. C'est ça le grand problème. Donc, nous devons être très vigilants. Les militaires peuvent réussir à changer quelque chose dans le pays si la personne qui est à la tête, comme on est en train de l'observer dans le cas du Mali, ils veulent que ça change. Ils veulent que le peuple africain du Mali ait vraiment la possibilité de décider de leur avenir et non que des ordres soient venus de l'extérieur. Ça, c'est très, très, très important. Les militaires ont leur place à la caserne. Ils ne peuvent pas être là, diriger le pays pendant très longtemps, mais pour mettre de l'ordre, parce que c'est eux qui sont la force légitime dans un pays, pour mettre fin à des gabégies, à des mauvaises gestions de la chose commune, ils peuvent intervenir, mais après un certain temps, quitte à définir de manière consensuelle avec toutes les populations, bien les forces, les partis politiques, de manière consensuelle, de dire, voilà, nous pensons que vous êtes là pendant un certain temps, et après, il faut organiser des élections et passer le pouvoir aux civils. Mais les militaires sont aussi capables de réussir là
où les civils ont échoué parce que les militaires ne sont pas des idiots. Ce n'est pas parce ils portent cette tenue-là qu'ils seront incapables de réfléchir. Je pense qu'ils sont aussi capables de réfléchir comme les gens qui sont en costume, cravate, n'ont pas réussi dans beaucoup de pays. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. D'accord. Le temps vous permettra plus tard de gérer votre téléphone puisque le son part et revient. On doit avoir une bonne qualité dans cette émission, dans ce débat panafricain qui est d'ailleurs très important pour nous également et pour également à nos auditeurs, à Dama Coulibaly. Vous avez suivi André Lombé, je le dis, c'est quelqu'un de très, très, très radical aussi parce que pour lui, le cas malien a touché beaucoup d'Africains. On revoit un petit peu la colonisation, même on a remonté encore plus loin au temps de l'esclavage également. Ça irrite les populations. Nous, on nous pose des questions en inbox. Alors, les Blancs sont là, entre eux, ils forment un groupe, un bloc contre nous, et nous, on est divisés. Donc, certains Africains n'arrivent pas à comprendre pourquoi, dans ce cas, quand on parle de transition militaire au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, pourquoi ne pas faire confiance à ces militaires-là, qui, entre guillemets, on dit qu'ils ont écouté les lamentations, la douleur des peuples africains, Adama Coulibaly. Plusieurs observations. D'abord, il faut constater que ceux qui ont généré, en tout cas, qui ont introduit les coups d'État en Afrique, c'est la France-Afrique. En tout cas, dans l'espace francophone. Ils ont organisé énormément de coups d'État dont ils se satisfaisaient, et les derniers en date étant celui de Déby au Tchad. Donc là, le dernier en date connu officiellement, on sait personnellement qu'ils ont la même Macron, le président Macron est parti installé. Donc, quand ces gens-là s'opposent, dénoncent avec la dernière énergie jusqu'à perdre leur contrôle, un coup d'État, ceux qui ne contrôlent pas ça, ne contrôlent pas. Alors, ça c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que, en fait, nous sommes, l'Europe aujourd'hui, le monde occidental de façon générale, dépend pour la fin de la civilisation actuelle sur beaucoup d'aspects, et la rupture, on pourrait dire épistémologique, en tout cas, on est à la fin d'un cycle en quelque sorte, on passe vers autre chose. Et vers cette autre chose, il y a au centre l'Afrique, qui a la jeunesse la plus importante au monde et qui a surtout l'essentiel des ressources qui permettront d'amorcer cette révolution civilisationnelle et technologique, tout ce qui va avec. Donc c'est une question d'intérêt et c'est sur la base de l'intérêt de la survie de l'Occident que ces gens se mettent ensemble pour piétiner l'Afrique, parce que l'Afrique n'a jamais été... L'Afrique a toujours compté pour eux. Ils adorent l'Afrique et les richesses de l'Afrique, mais ils haïssent les Noirs d'Afrique. Voilà pourquoi ils les ont réduits en esclavage. Voilà pourquoi ils les traitent pour de moins que rien. Voilà pourquoi ils ont imposé un système nazi monétaire à l'Afrique. Voilà pourquoi ils maintiennent l'Afrique dans le système qui a été dévolu depuis la traite négrière. Donc, c'est aux Africains justement d'en prendre conscience. Et là, nous avons parlé tout à l'heure des écoutes entre le président Ouattara et l'ancien premier ministre malien Boubou Cissé. Et bien c'est à nous donc de donner les moyens de débusquer le traître. Oui. Et rappelez-vous ce qui s'est passé aussi en Éthiopie récemment. L'Éthiopie n'a jamais été vaincue par les colons. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu des patriotes africains d'Éthiopie qui se sont battus, qui sont dressés contre les Italiens, contre tous ceux qui sont venus, y compris la dernière agression où des gens sont venus avec beaucoup d'armement de l'Occident, je ne vais pas citer les noms, de l'Occident, pour armer les rebelles, qui ont certainement des revendications légitimes, et même ça, c'est là en famille. Et cet armement-là, ils étaient en train de tout prendre, détruire l'Éthiopie qui avance, parce qu'il ne faut pas qu'un pays africain relève la tête. On trouvera tous les moyens de détruire ce qui permet à l'Afrique de se relever. Alors, encore une fois, l'Éthiopie a montré qu'elle était capable de se ressaisir et de descendre dans l'arène. Et c'est la qualité des hommes qui ont des valeurs patriotiques, des valeurs de moralité, d'éthique, d'amour de la patrie, d'amour véritable de la patrie, de don de soi, donc d'esprit de sacrifice. Et ça manque beaucoup chez ceux qui ont été formés et formatés
par un système occidental qui est à la tête de nos États néocoloniaux qui ne sont que des pièces rapportées. Et qui, eux, se contentent, vous allez remarquer d'ailleurs, ils se contentent des privilèges. Et ces petits privilèges, alors que l'essentiel de nos richesses va vers l'Occident. Ils se contentent de ces petits privilèges parce qu'ils sont de grands privilégiés parmi la masse de miséreux. Dans l'Afrique, c'était donc, on va trouver parmi eux les plus fervents défenseurs du franc CFA. Ils vont dire, c'est bien, ils vont faire des démonstrations mathématiques, économiques et financières pour montrer que l'Afrique est gagnante. Il n'y a pas on est plus fort ensemble. Il n'y a pas d'inflation. En tout cas, même s'il y en a, elle est contrôlée, elle est limitée, ainsi de suite. Mais c'est de la poudre jetée aux yeux des gens. Donc là-dessus, en fait, c'est sur la base de l'intérêt de l'Occident que les Occidentaux de leurs intérêts que les Occidentaux se mettent ensemble. Alors qu'en Afrique, nous avons donc ceux-là qui sont des Occidentaux en la peau noire, qui sont au service des mêmes intérêts. Donc, la France-Afrique, c'est à la fois les dirigeants africains qui sont dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'administration, dans le domaine de la politique, y compris même dans le domaine religieux et parfois traditionnel, ce sont ces gens-là avec les dirigeants français du monde de l'économie, du monde des affaires, des grandes entreprises françaises, du monde de la politique, puisque beaucoup de politiciens, rappelez-vous ce que disait le bon beau-père, il a arrosé toute la classe politique française, et ça se poursuit. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec la Libye aussi, lorsque, d'ailleurs c'est un jugement aujourd'hui en France, lorsque il a été dit, peut-être démontré, on attend de voir, que le président Sarkozy qui est venu par la suite détruire la Libye et assassiner le président Kadhafi, eh bien, il aurait récupéré de son parti 40 millions de dollars. Voilà comment ça se passe. Donc là-dessus, ne nous étonnons pas. Nous devons, nous autres, nous réveiller et nous donner la main. Parce que le combat dans un pays, tel que nos pays sont morcelés, nous ne devons jamais oublier qu'aucun de nos pays ne peut s'en sortir durablement seul. D'accord. Il nous a divisés comme ça, justement, pour permettre cela. Voilà pourquoi le combat qui se mène au Togo, c'est le combat de tous les panafricanistes. Celui qui se mène au Burkina, au Mali, c'est notre combat à tous. Or, ils sont en train de travailler, justement, à étouffer le Mali. Ils ont réussi à détruire l'espoir suscité par l'insurrection du Burkina en quelques années. Donc là-dessus, le combat n'est pas simple, c'est un combat à mort. Et c'est une guerre chaude qui nous impose aujourd'hui, en ayant sur nos territoires des attentats, des terroristes qui sont armés, financés par qui? Est-ce qu'en Afrique, on fabrique des armes qu'on retrouve là? Pas du tout. Qui a intérêt à donner ces armes? Qui a intérêt à ce que tout cela soit détruit? Donc là-dessus, nous avons nous autres qui voulons nous battre du pain sur la planche. D'accord. On va relancer Campbell Cissé. Vous avez suivi Adama Koulibaly qui était remonté, puisque nous devons quand même nous unir comme l'Occident aussi s'unit contre l'Afrique. Là, il a bien dit, il a bien martelé, il a bien expliqué. On parle là sans langue de bois. Alors, le contrat gagnant-gagnant, ça a été toujours le problème avec nos dirigeants africains et l'Occident. Là, il y a maintenant les militaires qui prennent le pouvoir au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso. Pourront-ils établir un contrat gagnant-gagnant? Vous qui êtes de la société civile ou politique, comment allez-vous aider ces militaires-là? Est-ce qu'on va quand même leur faire confiance aveugle, entre guillemets? C'est la question qui se pose également, Campbell Cissé. Il n'est pas question de faire vraiment confiance aveugle, n'est-ce pas, aux Occidentaux. Il n'en est pas question. Contrat gagnant-gagnant, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. C'est ce que nous avons toujours souhaité. Qu'il y ait vraiment de très bonnes relations entre notamment l'ancien colonisateur et les pays africains, notamment ceux qui sont dans les difficultés politiques aujourd'hui avec les transitions. C'est ça que nous souhaitons. Mais la question que je me pose et qui est fondamentale à mon sens, c'est que 65 ans après, 65 ans ça fait beaucoup, après que ces pays-là ont retrouvé leur indépendance, mais nous sommes pratiquement toujours dans le même travers politique et économique dans nos pays. Pourquoi? Est-ce que c'est la faute aux autres ou est-ce que c'est notre faute? Les Occidentaux sont dans nos pays pour leurs propres intérêts. Il revient donc, à mon sens, à nos dirigeants, n'est-ce pas, nos gouvernants, de travailler dans le sens du développement de ces pays-là
et dans le sens qui peut faire en sorte que si vraiment nous ne pouvons pas couper, n'est-ce pas, avec ces colonisateurs, n'est-ce pas, que ce soit la France et d'autres pays naturellement, ou d'autres forces, si nous ne voulons pas le faire, mais faisons en sorte quand même que les relations qu'on peut éventuellement vraiment avoir avec ces pays-là puissent être profitables aux peuples africains, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Nos dirigeants, encore une fois, beaucoup de nos dirigeants africains travaillent, donc c'est pourquoi on parle toujours de la France-Afrique. La France-Afrique, elle existe depuis l'indépendance, depuis même avant les indépendances. Donc ça fait pratiquement plus de 60 ans, 65 ans pour certains pays. Alors, comment faisons-nous pour inverser la tendance et que cette tendance puisse être profitable aux pays africains et le revient à nous en tant qu'Africains. Et je pense que c'est ce que proposent ces militaires-là qui ont pris le pouvoir actuellement au Mali, en Guinée, comme au Burkina Faso. Oui, mais faut-il que ces militaires-là, n'est-ce pas, soient sincères dans leur démarche? Je sais très bien que ce soit au Mali, au Burkina Faso, que ce soit en Guinée aujourd'hui, mais encore une fois, il n'est pas exclu du tout, hein, peut-être que je me trompe, hein, il n'est pas exclu qu'il y ait un autre coup d'État d'un autre groupe de militaires. Faut-il que ces militaires-là, n'est-ce pas, qui ont vraiment qui ont été félicités par tous ces peuples, n'est-ce pas, de nos pays, eh bien, faut-il qu'ils soient dans la transition, qu'ils respectent la transition, qu'ils organisent les élections libres et transparentes, de manière à ce que nous puissions rentrer dans le concert des nations civilisées. On n'en est pas encore là. N'est-ce pas? Le combat que les Maliens sont en train de vraiment mener aujourd'hui, c'est un combat que nous soutenons, que nous saluons, mais ce combat, vraiment, ça ramène beaucoup de Maliens aujourd'hui, ça amène beaucoup de Maliens et beaucoup d'africanistes, n'est-ce pas? Beaucoup de panafricanistes, n'est-ce pas? En disant, est-ce que nous sommes dans la vérité ou est-ce que on est en train de nous tromper encore une fois? Mais qui nous trompe? Est-ce que c'est les militaires qui vont nous tromper ou est-ce que ce sont nos partenaires au développement, notamment la France, parce que qui est beaucoup accusée aujourd'hui, c'est pour ça je parle aujourd'hui, moi je suis en France, n'est-ce pas? On parle toujours de la France, de l'implication de la France dans le développement de ces pays-là, n'est-ce pas? Qui n'est pas effectif en réalité. Donc la France est dans le pays n'est-ce pas, pour ses intérêts, pour ses propres intérêts. Mais elle ne peut pas, n'est-ce pas, imposer ses intérêts sans l'aval des gouvernants, sans l'aval des ministres, sans l'aval des présidents que nous avons dans ce pays. On a parlé du président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, qui a forcé les choses aussi comme ce que Alpha Condé a fait. Alpha Condé, je rappelle qu'il y a eu plus de 500 morts, hein, n'est-ce pas? 500 morts, vraiment. Et Alassane Ouattara aussi, lorsqu'il a brigué un troisième mandat, vraiment, encore une fois, tous les panafricains étaient très très déçus parce qu'on l'avait quand même entendu dire qu'il ne voulait pas briguer un troisième mandat, il l'a fait. Mais cela aussi a engendré beaucoup de morts, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Et on a vu avec le soutien de la France à Alassane Ouattara au gouvernement ivoirien, mais est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui, dans leur généralité, sont contents de ce qui se passe dans leur pays? Je dis non. Eh bien, c'est pratiquement la même chose qui se passe aujourd'hui au Mali, qui se passe en Guinée. Les militaires sont là, bien sûr, bien entendu, on a salué, on félicite, mais aujourd'hui, les gens sont très divisés. Est-ce que tu prends ce qui se passe au Burkina Faso, tu prends ce qui se passe en Guinée, au Mali, etc., les populations sont vraiment très divisées sur la question. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces militaires et est-ce qu'on ne peut pas faire confiance, en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas leur donner un chèque en blanc, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent mener à bien leur volonté de changer la situation des choses dans notre... Peut-être que l'histoire nous le dira, mais en tout cas, il y a beaucoup de doutes. Que tu prends le Burkina Faso, que tu prends la Guinée, tu prends le Mali, c'est pratiquement la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de doutes, n'est-ce pas? Nous, en tout cas, avec la transition, n'est-ce pas, qui prévaut actuellement en Guinée, encore une fois, les Guinéens sont contents pour une simple raison, c'est que le système, tout le système d'Alpha Condé s'est écroulé en l'espace de 2-3 jours. Tout le système, les ministres, les gouvernants, n'est-ce pas, les présidents de CRD, beaucoup sont aujourd'hui interpellés par les gouvernants, par l'actuelle transition. Bon, nous saluons cela.
mais faut-il que la transition soit définie? Parce qu'encore une fois, la transition dans un pays, c'est un temps. Ben justement, je ne vous coupe pas avant de relancer André Lambé, et puisque vous parlez de transition, quelles précautions les gouvernements de transition militaire, que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée-Conakry, cette transition doit-elle prendre vis-à-vis de nouveaux partenaires, notamment la Russie, la Chine, la Turquie, etc., pour éviter de tomber dans les mêmes travers que le prédécesseur? Mais vous savez, regardez ce qui vraiment guette le pays. Tu prends le Mali, tu prends la Guinée, c'est vraiment avec des accords actuellement avec l'ancien colonisateur que nos pays se retournent vers la Russie ou vers la Chine. En 1958, lorsque la Guinée a accédé à son indépendance, nous avons connu quand même des mêmes difficultés avec la France, avec l'ancien colonisateur. Ça a obligé le président Ahmed Sékou Touré à se tourner vers l'Union soviétique. Mais est-ce que les Russes ont travaillé dans le sens du développement, n'est-ce pas, pour rehausser, pour aider notre pays? Je dis non. C'était plutôt vraiment le contraire. Alors c'est à nous, c'est à nos dirigeants, il revient à nos dirigeants d'imposer, n'est-ce pas, la force, pas la force pour aller se battre, mais une force intellectuelle pour que les dirigeants, que nos partenaires au développement, on ne peut pas cracher sur eux puisque nous sommes là. Regardez, nous sommes en train de débattre en langue française. Donc ça doit faire plaisir normalement à la France. Donc c'est à la France de changer sa politique vis-à-vis de nos pays. Condamner, n'est-ce pas, en passant par la CEDEAO, en passant par l'Union africaine, par l'UEMOA, condamner à 100% les populations maliennes, parce que ça, les condamnations, en tout cas les décisions prises par l'Union africaine ou la CEDEAO, ce sont des décisions qui viennent d'ailleurs. Ça, nous le savons. Mais maintenant, c'est à nous, en tout cas activistes, peut-être de la société civile, et même les politiques qui sont là-bas ou ailleurs dans nos pays, de faire en sorte que nos partenaires au développement, notamment la France, parce que la France est indexée aujourd'hui, change sa politique vis-à-vis de nos pays, vis-à-vis du Niger, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, de tous ces pays-là, de manière à ce que les relations que nous avons avec ces pays-là puissent profiter aux populations que nous avons et qui souffrent aujourd'hui dans tous ces pays. 65 ans d'indépendance après, quand vous regardez vraiment le Mali, et les Maliens qui vivent là-bas au Mali, ils sont encore dans des difficultés primaires. En Guinée, c'est pratiquement la même chose avec toutes les potentialités économiques, richesses que nous avons dans nos pays. Mais la France est là pour ses intérêts. Elle vient, elle prend, elle s'en va. On a vu beaucoup de choses, on a entendu aussi beaucoup de choses. Mais la responsabilité, à mon sens, c'est peut-être à ces militaires-là. Vraiment, pour le moment, on a confiance à ces militaires. En tout cas, moi, j'ai confiance à ce qui se passe dans mon pays, en Guinée. Pour le moment, mais faut-il que ces militaires soient dans la transition? Voilà, c'est ça que moi, je demande. Regarde en Guinée, juste pour terminer, en Guinée, jusqu'ici, le CNT qui vient d'être mis en place il y a juste seulement 5 mois après, n'a même pas commencé à travailler concrètement. N'est-ce pas? On a dit qu'il faut, certains ont dit qu'il faut réécrire la Constitution, d'autres ont dit non, on n'a pas besoin de réécrire la Constitution. Moi, je dis non, on n'a vraiment pas besoin parce qu'il y a une Constitution de 2010 qui avait été défendue par le Front National pour la défense de la Constitution, n'est-ce pas, FNDC, qui l'a défendu. Nous étions dans les rues avec vraiment des centaines de milliers de personnes dans les rues et à Conakry et à l'étranger. Donc, il y a cette constitution, il y a la constitution qu'Alpha Condé a imposée pour son 3e mandat. Il faut prendre ces deux constitutions, tout simplement les amender, les enrichir peut-être effectivement, et puis organiser un référendum de manière à ce que ces constitutions soient acceptées par les populations. Mais ça ne doit pas faire un an, ça ne doit pas prendre 2 ans. Vous aurez le temps de conclure ce débat. Malheureusement, je n'arrive plus à joindre notre invité, Sémignon Edo, qui est chargé à la communication du Fonds citoyen Togo Debout. Je n'arrive plus à le joindre depuis le Togo, mais c'est vraiment dommage puisque le Togo est également un gros problème avec la CEDEAO aussi. Mais voilà que ce petit pays est un peu oublié. C'est comme si tout va bien au Togo, mais malheureusement, je n'arrive plus à la voir. On va conclure ce débat panafricain avec
Adama Coulibaly, qui connaît très bien le Togo, qui connaît bien ce qui se passe également au Togo. Alors Adama Coulibaly, vous avez écouté tout à l'heure Campbell Cissé, on parle du contrat gagnant-gagnant, ces militaires, comment aider ces militaires à établir un contrat gagnant-gagnant. Lui parle également de confiance pour que ces militaires organisent comme il faut cette transition-là. Au-delà de tout ça là, de toutes ces mobilisations, où c'était considère ces discours des militaires de populistes lors des grandes mobilisations, comment combattre efficacement la France-Afrique qui malheureusement n'a pas encore dit son dernier mot? Est-ce que la solution c'est la Turquie, c'est la Russie, c'est la Chine? Là, cette émission, quand Cissé l'a dit, on l'a fait aussi en français. Que direz-vous pour conclure ce débat, Dr Adama Coulibaly? Je commencerai par dire que la solution, c'est les Africains patriotes, sincères, déterminés et engagés. C'est ça la solution. Parce que nous n'avons pas à nous mettre sous la coupe de qui que ce soit. Nous devons collaborer avec d'autres. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Pourquoi? Collaborer et ne pas se mettre sous la coupe, parce que nous sommes sous la coupe d'accords léonins, d'accords de coopération. C'est des accords coloniaux qui nous ont enferrés dans une misère de liberté, dans une misère économique, dans une misère mentale pendant très longtemps. Donc, ces accords-là, il faut les relire et ouvrir le champ des possibles vers des accords gagnant-gagnant, comme vous dites, avec tous les partenaires susceptibles de travailler en bonne entente dans le respect mutuel avec l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut casser à sa source la France-Afrique. Mais cela ne peut pas se faire avec les hommes et les femmes qui sont au service de la France-Afrique. C'est-à-dire que, quand je parle de patriotes, il ne s'agit pas d'être militaire pour être patriote. Il ne s'agit pas non plus, ça ne veut pas dire aussi quand on est civil et engagé politiquement, on est forcément invendu. La question, elle n'est pas ni militaire ni civil. C'est une question d'ordre panafricain, d'ordre de patriotisme, de volonté de souveraineté, de combat pour la souveraineté, pour la liberté, pour le progrès social partagé de l'Afrique et des Africains. Donc, de ce point de vue, si les civils ont échoué, comme cela a été le cas, que les militaires viennent, l'armée au pouvoir, ce n'est pas la panacée. J'insiste là-dessus. C'est des circonstances exceptionnelles, toujours des circonstances exceptionnelles qui amènent les militaires au pouvoir. Et quand c'est des situations comme celles que nous avons connues au Mali, en Guinée et au Burkina, évidemment, ces coups d'État ont prospéré sur un terreau favorable. Il y avait des assassinats en masse, que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire, ou au Mali, où il y avait une popularisation de plus en plus grandissante. Eh bien, si l'institution la mieux structurée de la République, la mieux formée, la plus disciplinée, qui fait partie intégrante du peuple, s'engage dans cette lutte-là, eh bien, c'est tant mieux pour le peuple. C'est l'objectif qu'il faut voir. Et les militaires ne peuvent pas non plus gouverner seuls. Parce que il n'y a pas, l'armée n'est pas, parce qu'il y a une armée qui va se mettre à gouverner. On l'a déjà vu. Il y a eu beaucoup de coups d'État absolument réactionnaires au sein de l'Afrique, et répressifs. Mais il y a eu aussi des coups d'État qui ont été, en tout cas, formidables, qui ont suscité un formidable espoir. Ça a été celui de Thomas Sankara. Ça a été celui de Jerry Rawlings. C'est aujourd'hui c'est les coups d'État que nous venons de citer. Mais nous avons du recul par rapport à Thomas Sankara, par rapport à Rawlings. Mais pas pour les autres. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement s'attendre et s'asseoir pour regarder, pour pouvoir critiquer demain. On avait dit. Non, il faut s'impliquer, se battre pour que, comment dirais-je, les choses puissent évoluer dans un sens véritablement patriotique qui permettrait à l'Afrique et aux Africains de se libérer. Parce que si nous restons, si nous sommes dans l'illusion de penser que c'est parce que c'est les militaires, ça va aller automatiquement, eh bien on se trompe. Et Thomas Sankara disait, vous vous en rappelez sans doute, qu'un civil est un militaire en permission, un soldat en permission. Il disait également qu'un soldat sans formation politique est un criminel en puissance. Donc, ces militaires qui connaissent la vie de la nation, qui la subissent comme les autres, qui sont souvent des officiers, des sous-officiers, des officiers supérieurs, quand ils s'engagent dans ce combat, c'est le combat pour la patrie.
il faut sauver la patrie avant toute chose. Et organiser les transitions de sorte à éviter de retomber dans le même travers. Ceux qui demandent à ce que les choses se passent au plus vite, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ont tellement vicié et perverti le système que s'il y a des élections, le système électoral, c'est pas la démocratie, ils vont réunir au pouvoir. Voilà pourquoi 5 ans de transition, est-ce que ce n'est pas quand même beaucoup quand même au Mali? Quand on parle du cas Mali. C'est pas la question des années qui compte. Parce qu'on nous a mis en tête ça. Ça fait combien d'années que nous souffrons avec le système dit démocratique? Ça fait combien d'années depuis les indépendances? Est-ce que ce système-là a sorti nos pays de l'ornière? Par contre, quand on regarde ce qui s'est passé au Ghana, ils ont pris le temps qu'il fallait. Thierry Rawlings, il a fait 2 coups d'État. Il s'est fait élire par la suite, mais lui, il était en place, en position. Il a fallu combien d'années pour redresser la situation? Le problème, c'est pas une question d'années. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons intégré, et quand on nous a dit, vous faites 5 ans, c'est mieux. Alors qu'eux-mêmes, c'est par la force des choses. Quand en France, par exemple, c'est lorsque le Premier ministre Jospin est arrivé, qu'ils ont réduit la durée des mandats à 5 ans. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre d'années de transition. Ce qui importe, c'est quelles sont les chances de succès pour éradiquer la corruption électorale, la corruption générale, pour débusquer les traîtres à la nation, pour les neutraliser, pour que les vrais patriotes soient en mesure demain de pouvoir prendre les choses en main, qu'ils soient civils ou militaires. Merci. Donc, naturellement, la CEDEAO impose ça. Donc, je pense que on peut faire 10 ans de transition. Si on ne règle pas ces problèmes, on va retomber de manière beaucoup plus violente encore dans ces travers-là. Et ça peut se passer en 2 ans peut-être, en 3 ans, peu importe. Mais il faut négocier, effectivement. Nous ne vivons pas en vase clos. Il faut d'abord discuter avec le peuple, les forces vives, et les Maliens l'ont démontré, ils ont discuté avec au moins 90 000 personnes qui ont été impliquées dans le dialogue national là-bas. Donc, il faut faire nous, ici, au Burkina, on est en train d'écouter les forces vives de la nation. Eh bien, je crois qu'on peut écouter les gens faire n'importe quoi aussi. Eh bien, nous devons rester résolument campés sur des positions patriotiques. Merci. Quand on a l'amour de son pays, quand quelque chose ne va pas, on sait tout de suite que ça, c'est pas bien, on va redresser, que l'on soit politique ou pas politique. L'Afrique a son avenir dans ses mains, saisissons les chances qui se présentent à nous, mais méfions-nous, nous ne faisons pas des illusions. Un militaire est là pour garder le territoire, pour garder et pour protéger les populations et protéger les territoires. Quand il s'implique, allons ensemble pour sauver la patrie, nous réglerons le reste après, mais c'est ensemble pendant les conditions que nous devons régler cela. J'en ai fini. Militaires ou civils, allons ensemble pour sauver la patrie. On va également conclure ce débat panafricain avec Campbell Cissé. Alors je rappelle que quand même Dr Adama Coulibaly est président d'un parti politique à APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine, un parti politique basé au Burkina Faso. Actuellement, il est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Merci beaucoup, Dr Adama Coulibaly. Comme vous et moi, on le dit souvent, dans Lara, en Sahara, comme l'a dit Joseph Kazaro. Et si nous nous couchons, nous sommes morts. Donc, nous devons nous réveiller. Merci beaucoup, Dr Adama Coulibaly. On va conclure également avec Campbell Cissé. Campbell Cissé, vous avez suivi Adama Coulibaly. On a parlé tout au long de cette émission du contrat gagnant-gagnant et comment aider ces militaires à organiser de vraies transitions. Et alors, que direz-vous pour conclure ce débat panafricain? Certains Africains pensent que oui, on doit être radical, parce que la France, ou en gros l'Union européenne, se met en bloc contre l'Afrique. Et nous, les Africains, que devons-nous faire? Nous ne devons pas rentrer dans la division. Nous devons aussi former un bloc aussi contre l'Occident pour que ce que l'Afrique doit être, en bref, l'Afrique est l'ordre de l'humanité. Donc, nous devons retrouver cette force d'être l'ordre de l'humanité. Aller à un contrat gagnant-gagnant. Campbell Cissé, que direz-vous pour conclure ce débat? Mais écoutez, moi je dirais, disons, pour être un tout petit peu en opposition avec mon frère Coulibaly, moi je suis pas du tout d'accord que les militaires s'éternisent au pouvoir pendant plus de 5 ans ou 10 ans. Non, parce que vous avez les militaires qui sont en transition actuellement dans beaucoup de pays en Afrique. Vous avez également les civils, les chefs d'État qui sont civils et qui dirigent leur pays avec vraiment des mains de fer et qui sont encore au pouvoir depuis 30 ans.
depuis 40 ans, n'est-ce pas? On peut encore en citer d'autres ici. On peut citer également les chefs d'État comme celui de la Côte d'Ivoire qui a également changé la Constitution. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ce que mon frère Koulibaly vient de dire. Par contre, n'est-ce pas, moi je pense que les accords, n'est-ce pas, que nous avons toujours, n'est-ce pas, cités dans ce débat et dans d'autres débats, notamment aussi, entre les pays africains et l'ancien colonisateur, triste, n'est-ce pas, doivent vraiment être revisités. Il faut les revisiter, encore une fois, de manière à ce que ça soit profitable à nos pays. C'est ça que moi je pense, n'est-ce pas? Quand tu prends la CEDEAO, tu prends l'Union africaine, on a l'impression que ces deux organismes, y compris lui et moi, que ces trois organismes vraiment africains, n'est-ce pas, sous-régionaux, travaillent, mais en étroite collaboration avec l'Occident et dans l'intérêt de l'Occident. C'est ça qu'il faut changer. Mais qui compose cette CEDEAO? Ce sont les chefs d'État africains, et notamment ceux qui sont là. Ce système perdu, ça fait des années que ce système perdu. C'est pour ça que ces militaires ont pris la décision. Maintenant, nous allons changer les choses. Est-ce que ces militaires... c'est ce que je souhaite aussi. C'est ce que nous souhaitons aujourd'hui, que les militaires puissent changer. Je vous dis encore une fois, en Guinée, actuellement, bien entendu, on fait quand même attention. On a l'impression que beaucoup de choses sont en train vraiment d'être changées. Mais encore une fois, est-ce que les militaires doivent rester au pouvoir pendant 5 ans, pendant 10 ans ou plus? Moi, en tout cas, à mon sens, je dis non. Parce que, croyez-moi, certains disent, n'est-ce pas, je pense que c'est le titre de l'émission, est-ce que les civils ont échoué, n'est-ce pas, dans leur mission? Je dis non. Les civils n'ont pas réussi, mais les civils ont fait beaucoup de choses de manière à ce que ça puisse changer dans leur pays respectif. Quand tu prends le problème de la Guinée, il y a eu beaucoup de coalitions depuis des années. Je peux en citer au moins une dizaine. Ici, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'objet. Les civils se sont battus. Mais les civils qui sont... En tout cas, ce ne sont pas des civils. On parle des gouvernements, entre guillemets, dictatoriaux. Oui, c'est ce que je dis. Non, mais ça, c'est le titre de l'émission. Exactement. Là, est-ce que les militaires peuvent réussir là où les civils ont échoué? Moi, je dis non. Les civils n'ont pas échoué. Les civils ont fait ce qu'ils ont pu faire sur le plan démocratique, n'est-ce pas, sur le plan populaire, de manière à ce que les choses se passent démocratiquement. Mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir, les civils qui sont au pouvoir, quand tu prends le cas de la Guinée, eh bien, avec disons, plus de 250 partis politiques, eh bien, ces civils-là ont été vraiment empêchés, y compris aussi la société civile. Parce que la société civile s'est organisée de manière à ce que vraiment les choses se passent de manière démocratique. Elle s'est battue dans ce cadre-là. Tu prends ce qui se passe également au Burkina Faso et dans d'autres pays, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, les militaires sont là, vraiment on les soutient, vraiment dans leur volonté de changer la situation dans le pays. N'est-ce pas? Encore une fois, en Guinée, les choses sont en train de se mettre en place. Mais nous allons vraiment sur les pointes du pied, de manière à voir ce que ces militaires-là vont continuer à vraiment proposer au peuple que nous avons, au peuple africain, pas seulement à la Guinée, parce que nous sommes pratiquement tous vraiment dans les mêmes travers politiques aujourd'hui. Hein. Tu prends la Côte d'Ivoire aussi, même si il y a un semblant de paix là-bas dans ce pays-là aujourd'hui, les militaires ne sont pas encore rentrés, n'est-ce pas, en action en Côte d'Ivoire. Mais cela n'est pas exclu, il faut faire très attention à tout ça. Donc, faisons en sorte, en tout cas moi je ne suis pas du tout d'accord, je suis opposé à ce que les militaires restent au pouvoir pendant 5 ans, 10 ans ou plus. En tout cas, je ne défends pas docteur Adama Coulibaly, mais lui non plus, je ne pense pas ce qu'il voulait insinuer. Je pense que il n'a pas dit que les militaires doivent rester au pouvoir pendant 10 ans. Il dit qu'on ne doit pas les presser à organiser les élections, parce que le Mali aussi a ses problèmes. Le Mali n'est pas, le Burkina, le Mali n'est pas la Guinée. Les populations africaines attendent, lorsque les militaires prennent le pouvoir, les populations attendent que ces transitions-là qui sont engagées soient vraiment cadrées dans un délai très clair. Tout à fait. Une transition, ça se discute. Ça se discute, une transition. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais vous devez fixer les règles. Et ces règles, si elles ne sont pas fixées,
eh bien, les populations sont dans le doute. Et ceux qui vous soutiennent aussi, vous les mettez dans le doute. Et surtout, lorsque vous changez, et lorsque vous ne respectez pas vos engagements, ce qui se passe actuellement en Guinée et dans d'autres pays, etc. En Guinée, je ne vais pas vraiment revenir sur les questions que nous... 30 secondes. Voilà. Si je puis, très sincèrement, pour conclure, moi, je dirais d'abord félicitations à tous mes co-débatteurs, n'est-ce pas, à ces frères qui ont pris cet après-midi pour venir discuter, n'est-ce pas, des problèmes de notre continent, n'est-ce pas, africain. Le continent a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Et encore une fois, depuis 65 ans pour certains pays, eh bien, nous sommes pratiquement dans les mêmes travers politiques aujourd'hui. Eh bien, il faut changer cela. Et je pense que les militaires, la société civile, et les civils, et les partis politiques qui sont dans ce pays-là, dans nos pays, normalement doivent trouver un terrain d'entente, un consensus, pour pouvoir faire en sorte que le développement pour le pays, les accords que nous avons avec certains pays, notamment la France, puissent être profitables à nos pays, en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc., au Burkina Faso, au Mali, etc., etc. Mais on ne doit pas couper de manière unilatérale avec l'ancienne colonisatrice. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Campbell. Je pense que Adama Coulibaly veut réagir. Hein. Donc, Campbell, si c'est possible, rapidement. Oui, allez-y, Adama Coulibaly. Oui. Alors, donc je voudrais qu'on ne fasse pas dire d'abord ce que je n'ai pas dit, et ensuite rappeler que pour moi et pour le parti que je préside, l'Alternative patriotique panafricaine Burkini, la démocratie, c'est d'abord notre devise, c'est par le peuple pour le peuple. Pour nous, la démocratie, la valeur de la démocratie, c'est que le pouvoir doit être considéré comme l'aboutissement de la volonté populaire, et non pas par les désirs livresques et intellectuels de l'Occident pour l'Afrique. Et pourquoi je dis ça? Parce que le peuple malien, avant d'en arriver à cette situation, lorsqu'il y a eu des problèmes après des élections, la CEDEAO, le mois et même des démembrements de l'Union africaine et de l'Union européenne sont venus, un constat a été fait qu'il y a tellement de problèmes au Mali, et si ces questions ne sont pas résolues, toutes les élections poseraient des problèmes. Maintenant, voilà que le peuple s'est réuni, le peuple est souverain. Le peuple s'est rassemblé à travers des manifestations avant le coup d'État. Ensuite, ceux qui dirigeaient Choguel Kokala Maïga étaient un des représentants, des porte-parole, le principal porte-parole du M5 RFP. Donc, il y a une association du peuple, des représentants du peuple et des militaires. Et ils ont décidé de prendre en compte ce que la communauté dite internationale avait suggéré, à savoir éradiquer un certain nombre de problèmes qui était un cancer pour la démocratie. Et ils veulent prendre ça à bras le corps, mais on leur demande dépêchez-vous, on ne veut plus de ça. Or, j'insiste, le pouvoir comme l'aboutissement de la volonté populaire. Et les peuples africains ne sont pas des mineurs. Ce ne sont pas des gens qui ne réfléchissent pas. Ils savent ce qu'ils veulent. Et voilà pourquoi la question militaire, j'ai dit, ce n'est pas la question militaire, c'est la question de la promotion de nos armées, pour que ce ne soit pas seulement des armées de répression et de domination au service d'un système étranger. Donc, quand les militaires patriotes viennent, on doit travailler ensemble avec le peuple pour définir ce que nous devons faire, donner le temps qu'il faut pour cela, et non pas se focaliser sur des prétendues élections pour faire plaisir à l'étranger. Il faut écouter le peuple, ça c'est indispensable. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Dr Adama Coulibaly. Merci également à Campbell Sissi. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif chargé à la coordination de l'Alliance des forces patriotiques pour une Guinée libre, AFPGL. Vous êtes également président de l'Union internationale pour le développement de la Basse-Guinée, UIDBG. Merci Campbell Sissi. On se retrouve très prochainement. Campbell Sissi, bonsoir. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à mes co-débatteurs. Merci. On va conclure également avec André Lombe qui a pris du temps à vous écouter. Et je pense qu'André Lombe a pris du temps pour vous écouter. Il va conclure également et réagir après tout ce que vous avez aussi dit dans ce débat panafricain. Alors, André Lombe, au-delà de ce discours après les coups d'État militaires au Mali, en Guinée, au Burkina, et c'était considéré ces discours des militaires entre guillemets comme populistes lors des grandes mobilisations.
Alors, comment combattre efficacement la France-Afrique qui, malheureusement, n'a pas encore dit son dernier mot, et quelles précautions les gouvernements de transition militaire doivent-ils prendre vis-à-vis des nouveaux partenaires, notamment la Russie, la Chine, la Turquie, et que direz-vous à nous, Africains, qui voulons que ça change? André Louembi. Merci de me donner la parole. Je pense que j'aimerais revenir très brièvement sur un point qui a été discuté tout à l'heure par le docteur Koulibaly et puis Cissé Compé. Je pense que c'est important de donner du temps à quelqu'un, parce que quand vous faites un projet, quand vous venez on vous donne un travail à faire, vous regardez le travail, vous établissez un plan, vous faites l'audit de ce que vous avez à faire, et c'est vous qui disiez à celui à qui vous devez rendre compte, dans le cas du Mali, c'est au peuple, il me faut ce temps pour faire ce travail. Donc, le temps ne peut pas être dicté de l'extérieur. Ne peut pas être dicté de l'extérieur. Et je pense que le Premier ministre malien, M. Choguel Maïga, l'a très bien, il a très bien expliqué. On ne peut pas plus que ce que lui, il a dit. Il a bien expliqué au monde entier l'ampleur du travail. Et ce qu'il a expliqué est d'autant plus convaincant que tous les Africains, tous les peuples africains, à des degrés différents, le vivent dans leur pays. Donc, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Il faut leur donner du temps. 5 ans, pour moi, ne me paraît pas énorme. 5 ans, ça me paraît pas énorme pour 2 raisons. La première raison, c'est que les gens, ils doivent faire l'état des lieux. Ils doivent d'abord faire l'état, s'organiser. Les militaires qui sont au pouvoir n'agissent jamais seuls. Ils travaillent avec les civils. Ça, nous devons le garder en tête. Ce ne sont pas des militaires qui quittent, ils n'ont aucune idée et ils viennent commencer à instaurer, à faire c'est une caricature de penser cela. Donc, ils travaillent avec des gens intelligents. Quand vous écoutez le Premier ministre Maïga, mais vous vous rendez compte que ce sont des gens qui connaissent, qui ont étudié, qui ont vécu les événements de l'intérieur. Ils savent de quoi ils parlent. Et ça, c'est beaucoup très important de tenir compte de ça. Ne pas tenir compte de ça, c'est de l'ingratitude, c'est une forte d'injure au peuple malien. Ça, c'est important. Donc, pour moi, je pense que les militaires qui sont là, avec la volonté qu'ils ont, avec ce qu'ils ont à faire, il faut leur donner du temps. Donc, c'est à eux, c'est les gens à qui tu donnes du travail qui doivent vous dire. C'est les maçons qui vous dit, il faut combien de temps, j'ai besoin de combien de temps pour faire la maison. Ce n'est pas vous qui dites aux maçons, vous me faites cette maison en 2 semaines. C'est ingrat de le penser comme ça. Nous sommes des êtres humains et nous devons accepter que nous-mêmes nous définissions ce qui est bien pour nous. Ça, c'est fondamental. C'est pas des choses qui sont discutables. C'est la personne qui fait le travail qui dit j'ai besoin de tel temps, de telle durée pour faire le travail. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'aimerais dire, parce que je crois que ça a été bien, on n'a pas besoin d'ajouter là-dessus. Monsieur Maïgel a bien expliqué le travail qu'ils ont à faire et ils ne sont pas venus pour rester éternels au pouvoir. S'ils sont là, s'ils veulent le faire en 5 ans, ils vont dire que nous devons d'abord, on va faire cela, ça, et le peuple est là pour juger. Et le peuple va dire, après 5 ans, à cette bout, quand les 5 ans vont arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on doit, après, dans le programme qu'ils ont, il y aura un calendrier d'élection à la fin de leur travail. Ils doivent, en tout cas, ce qu'on dit, assainir les institutions. Si l'institution est gangrénée de traîtres, il faut assainir l'institution. Le problème que nous connaissons, c'est le problème du respect de nos textes constitutionnels. Les textes sont là, il ne suffit pas d'avoir les textes ne sont pas respectés. Ça, nous devons aussi l'accepter. Et la deuxième des choses que je voulais dire sur ce point que les deux ont débattu tout à l'heure, disons, ils ont donné leur point de vue là-dessus, c'est les partis politiques qui sont là, dans nos pays, à quoi ils servent. Ils doivent servir de contrepoids, de venir avec des propositions
concrètes, des propositions sérieuses, de discuter et non faire comme si c'est une course seulement pour le pouvoir. C'est ça le grand problème que nous observons. S'opposer pour qu'on m'appelle opposant. C'est ça que vous dénoncez. Voilà, exactement. Voilà. Il doit se poser en contrepoint, de venir avec des propositions et l'être là, tirer l'alerte, tirer la sonnette d'alarme, de dire non, là il y a un problème, ça donne des discussions. Nous devons ensemble organiser notre vie commune. Il n'appartient pas aux autres de venir nous organiser. Et la dernière des choses que j'aimerais ajouter dessus, qui m'a un peu dérangé durant le débat, c'est que nous devons faire attention. Nous utilisons des vocabulaires qui ont été créés pour nous. Nous utilisons anciens colonisateurs. Ce n'est pas important aujourd'hui. Ma génération n'a pas connu de colonisation. Je n'ai pas besoin de faire référence à un pays étranger comme un ancien colonisateur. Ça m'intéresse pas. Ce sont des partenaires. Nous devons définir un autre type de langage que nous avons avec les autres. Si nous voulons être respectés, nous voulons avoir un langage de respect. Si je t'appelle mon colonisateur, je me mets inférieurement à toi. Je m'infériorise, je supériorise l'autre. Ça, c'est vachement, il faudrait que nous le comprenions. Donc, il y a déjà le langage. Il y a déjà le canal dans lequel nous discutons. Le canal, ce que je veux dire par canal, ça veut dire qu'on vient avec des thèmes qui, parfois, nous pompent de l'énergie. Parce que le système colonial, il est conçu de telle sorte que on dit, voilà, pendant cette période, on va discuter dans ce canal. Un canal, par exemple, que je vous donne, qui est en ce moment en cours, on va discuter Wagner. Voilà. Donc, ce sont des choses que nous devons détecter. Et dans une discussion que j'ai eue, disons, ailleurs, j'ai dit de toute façon, Wagner, ce n'est pas le problème des Africains. Les Africains, le peuple africain, les peuples africains, ils ont notre problème. Ils ont un problème de sécurité et de leur survie, du bien-être dans leur pays. C'est ça le problème. Enfin, je reprends maintenant à ta question. Concernant comment combattre effectivement la France-Afrique. 30 secondes pour le dire. Je pense que... Pardon? Vous avez 30 secondes parce que... Excuse-moi. Vous avez 30 secondes pour le dire. Allez-y, pour conclure. Ok, je vais le dire en 30 secondes. Je pense que c'est facile de le faire. Pour moi, c'est facile de le faire. Je pense que nous devons d'abord savoir ce que nous voulons nous-mêmes. Et notre référence, c'est nous. Notre référence, c'est les autres. Nous pouvons apprendre des autres, mais c'est nous qui définissons ce qui est bien pour nous, comme les autres définissent ce qui est bien pour eux. Donc, c'est à partir de là où nous voulons, nous définissons les choses par rapport à notre volonté, à notre stratégie. Je pense que la France-Afrique n'a plus sa raison d'être. C'est vrai que parmi nous, il y aura toujours des traîtres, parce qu'il y en a qui profitent. Ils profitent de quoi? À cause des visas. Pour avoir des visas, ils vont parce qu'ils ont construit, ils avaient volé l'argent, ils ont construit à l'étranger. On aura toujours à se battre contre ces gens. Mais lorsque la majorité, nous-mêmes qui sommes là, nous devons en tout cas réfléchir pour ce qui est bien pour nous. Je pense que je termine par là. Je pense que nous devons rentrer dans l'ère de la réflexion sur quelle solution, que pouvons-nous faire ensemble, qu'est-ce qui est bien pour nous. Ne plus, disons, faire référence à la France-Afrique. Et je pense que pour terminer, nous devons rediscuter, tous les pays africains, ils doivent rediscuter, réexaminer de fond en comble les accords coloniaux. Les accords coloniaux jouent sur le fait qu'il y a la continuité de l'État. Quand il y a la continuité de l'État, vous ramassez des accords léonais, vous ramassez des accords léonais et vous continuez de travailler avec. Et nous devons avoir en tout cas des gens capables, compétents pour y examiner et signer des contrats respectables et gagnant-gagnant. Merci à vous toutes et à vous tous qui étaient restés à notre compagnie pendant presque plus d'1h30 de l'heure. Merci à nos invités, à Daba Kouleba depuis Ouagadougou. Merci à Coco et Sebillon du Fonds citoyen Togo debout depuis le Togo. Merci à Campbell Cissé qui nous a également accompagnés depuis la France. Merci à André Luombe, ici même en Suisse. Je rappelle que André Luombe
est ingénieur en télécommunication. Il est également vice-président du clan sec de réflexion et d'action contre le racisme anti-noir. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres débats, mais nous nous rappelons encore cette citation de l'hystérien Kizerbo Mukenabe qui a dit « Nanara Ansara », ce qui veut dire « si nous nous couchons, nous sommes morts ». Donc restons africains, restons éveillés. Bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique, la voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix